Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans le nouveau chapitre de la fonction partie entière. Donc, on va faire un cours, on va avoir un petit peu de travail d'équipe. Donc, si vous êtes seul, alors regardez, vous ferez l'autre partie seul, mais si vous êtes en équipe, vous pouvez le faire en équipe pour certaines parties du cours. Donc, on va commencer par définir c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire partie entière. Ça, c'est un nouveau symbole. Le symbole, là, c'est deux crochets. Donc, on met un nombre dans ce crochet-là. Si je fais un lien avec ce que vous connaissez peut-être déjà, c'est la racine carrée. Dans la racine carrée, si je dis racine carrée de 4, ça, vous savez que ça donne 2. C'est racine carrée de quelque chose. La réponse, c'est un nombre qui, lorsqu'on le met à la 2, ça donne ce qu'il y a à l'intérieur ici. Okay? Partie entière, au lieu d'être racine carrée, ça s'appelle partie entière. Puis au lieu de donner la racine carrée, mais c'est pas ça qu'on va donner. Ça va être d'autres choses. Je vais juste enlever mon stylet. Je vais effacer les annotations. Et voilà. Alors, ce qu'on va faire, la fonction partie entière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le nombre qui est là-dedans, ça va donner une réponse. Puis la réponse, c'est quoi? C'est le plus grand entier possible, mais ça ne peut pas être plus grand que ce nombre-là. Le plus grand entier inférieur ou égal à ce qui est ici. Donc, par exemple, si j'ai le nombre 0,1, c'est pas un couple, c'est pas le couple 0,1, c'est pas un ensemble de nombres non plus, c'est vraiment entre crochets un nombre, qui est le nombre 0,1. Puis là, on veut savoir la réponse de ça, la partie entière de ça, c'est quoi? Ça va donner 0. Je vous explique pourquoi avec la droite numérique. Ça, c'est la droite numérique, moins 1, 0, 1, ce sont les nombres entiers. Le nombre 0,1, il est ici, juste après 0. Donc, c'est quoi le plus grand nombre entier que je peux prendre sans dépasser le 0,1? Je ne peux pas prendre 1 parce que ce serait trop gros. Donc, l'autre juste avant, c'est 0. Donc, c'est pour ça que la partie entière de 0,1, c'est 0. Maintenant, la partie entière de 10,09, même chose, 10,09, c'est à peu près ici, le plus grand entier, 10. 11,99. Certains pourraient penser, dire, c'est 12, on fait juste arrondir. Non, non, c'est pas 12. 11,99, c'est ici, c'est presque 12. Mais si je prenais 12, c'est plus grand que 11,99. Puis le nombre entier que je dois prendre en partie entière, ça le dit ici, plus grand entier inférieur ou égal à x. Ça ne peut pas être plus grand que 11,99. Puis 12, c'est plus grand que 11,99, donc ça ne marcherait pas. Donc, il faut vraiment prendre 11. Partie entière de 11,99, c'est 11. Alors les autres, vous pouvez essayer à la maison, une partie entière de 1 tiers, ça donne quoi? Ça donne 0. Je vais juste mettre la petite 1 tiers, c'est ici, donc c'est pour ça que ça serait 0. Partie entière de 7,6 périodique, ça serait 7. 7, ouais. Attention, partie entière du nombre moins 4,1. Ouais. Là, certains me disent souvent, ça donne moins 4, ça donne moins 5, ça donne moins 3. Bon, voyons voir avec la droite numérique quelle serait vraiment la bonne réponse. Bon, ça c'est la droite numérique. Le nombre moins 4,1, il est où? Il est ici. Un petit peu plus négatif que moins 4. Donc, c'est quoi le plus grand entier que je peux prendre sans dépasser ce nombre-là? Je ne peux pas prendre moins 4, c'est trop gros. Je ne peux pas prendre moins 3, c'est encore pire. Donc, ça va être quoi? Ça va être moins 5, et oui. Donc, partie entière de moins 4,1, ça donne moins 5. Pour la même raison, partie entière de moins 0,9, moins 0,9, c'est à peu près ici. C'est quoi le plus grand entier que je peux prendre sans dépasser? Ça serait moins 1. Alors, voilà pour la définition, avec quelques exemples pour qu'on sache quelle est la partie entière. Qu'est-ce qui arriverait si j'avais la partie entière d'un nombre qui arrive juste, par exemple, partie entière de 4. Ça donnerait 4. Pourquoi? Parce que c'est égal à 4. C'est quoi le plus grand entier que je peux prendre sans le dépasser? C'est 4. Je ne le dépasse pas, il est égal à 4, c'est bon. Donc, si ça arrive juste, ça reste comme ça. Sinon, je prends vraiment la partie entière. Alors, voilà. Maintenant, on peut passer à l'autre diapo. Et là,
ici, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner, je vais vous montrer le graphique de la fonction partie entière. La fonction partie entière, on l'écrit comme ça. F de x est égal à racine carrée de x. Nous, on a déjà vu la fonction f de x est égal à ax plus b pour une droite. On a vu les paraboles aussi. Là, on voit la partie entière. Puis pourquoi le graphique, ça donne ça? Ça ressemble à un escalier. On appelle ça aussi, cette fonction-là, la fonction escalier. Bien, je vous explique. Si je remplace x par 0, partie entière de 0, ça donnerait 0. Partie entière de 0,1, ça donne encore 0. De 0,2, ça donne encore 0. Ça donne tout le temps 0, jusqu'à temps que j'arrive à 1 pile. Et là, à 1 pile, ça donne plus 0. C'est pour ça qu'on met un rond blanc pour dire que ça donne plus 0. Ça donne quoi? Ça va donner 1. C'est pour ça que vis-à-vis 1, je vais mettre une hauteur de 1 avec un rond noir. Là, 1,1, ça fait 1. 1,2, 1,3, 1,4. 1,99, ça marche, mais tout de suite après, je mets un rond blanc. Pour dire qu'à 2 piles, ça donne plus 1 en Y, mais ça donne bien 2. Ce qui est en noir, c'est ce qui compte, ce qui est en blanc, c'est ce qui n'en fait pas partie. Puis on met un rond blanc pour montrer la limite. Parce que dans le fond, on voudrait dire de 1 jusqu'à 1,99999, mais c'est impossible d'arriver précisément. Donc c'est pour ça qu'on met un rond blanc pour définir la limite. Okay? Donc voici le graphique de base de la fonction partie entière. Maintenant, c'est là qu'on va commencer le petit travail d'équipe. Alors, je vous propose ceci. C'est un petit problème qui vous présente des programmes de points de fidélité offerts par 4 entreprises. Des points de fidélité, ça, c'est comme les primes Hermès. Sûrement, les gens ont ça, les cartes Hermès, vous connaissez ça. Vous allez chez des participants, puis à chaque fois que vous achetez des biens aux marchands participants, bien, avec votre carte, on vous donne des points. Puis là, vous accumulez des points. Puis quand vous avez assez de points, bien, vous en avez assez pour acheter certaines choses, ou des voyages, ou même des articles, ou même des bons d'achat. Donc, il y a plusieurs compagnies qui font ça. Maintenant, plusieurs épiceries ont leur propre carte de fidélité. Maxi a ça, l'IGA a ça. Plusieurs compagnies ont ça. Les compagnies d'essence aussi ont ça. C'est pour essayer de fidéliser la clientèle. Donc, voici un premier programme. Donc ici, on vous dit, dans le programme 1, on dit, on va te donner un point de fidélité à chaque fois que tu vas dépenser $1, par chaque tranche de $1. Ça sous-entend que si tu dépenses moins qu'$, on ne donne rien. Si tu dépenses 99 cents, tu n'as rien. Tu dépenses une pièce correcte. 1,20, 1,30, ben c'est juste 1. Parce que pour avoir ton deuxième point, il faut que tu dépenses un autre dollar complet. Le programme 2, ben lui, on me donne 3 points de fidélité. Oh, attention, 3 points pour chaque tranche de $1. Donc, encore là, on t'en donne 3 points pour chaque tranche, mais si tu dépenses 99 cents, tu n'as rien. Ça te prend ton $1 au complet. Programme 3, 1 point de fidélité. Oh, ils sont un peu plus sévères ici. Pour avoir 1 point, il faut que tu dépenses au moins $2. C'est par chaque tranche de $2. Et le programme 4, lui, c'est 4 points de fidélité pour chaque tranche de $3. Alors, ce que vous devez faire en équipe de 2 ou 3, première partie du travail, ça va être pour chacun des programmes qu'on avait précédemment, les programmes 1, 2, 3, 4, vous allez devoir essayer de tracer le graphique dans le plan cartésien. Okay? Donc, sur ce graphique-là, ça sera important, sur l'axe des Y, c'est le nombre de points, sur l'axe des X, c'est les montants d'achat. Et pour chacun des graphiques, prenez des graduations avec des bons de 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 partout. Okay? Les règles, ça c'est si jamais vous avez assez de temps là, pour essayer de trouver les règles, vous pourrez le faire, mais c'est pour ceux qui pourront aller un peu plus vite. Là. Donc, la première étape, là, si je répète, c'est vraiment d'être capable de tracer le graphique pour chacun des programmes. Deuxième partie du travail d'équipe, la partie B, c'est pour chacun des programmes 1, 2, 3, 4, je vous donne des montants d'argent, puis il faut que vous essayiez de me trouver ça a coûté combien. Pas ça a coûté combien, mais je veux dire, vous avez reçu combien de points pour chacun. Par exemple, le programme 1, si je dépense 5,75, ça va me donner combien d'argent? Ça va me donner combien de points? Toujours dans le programme 1, si je dépense pour 42,58, combien de points? Etc. Programme 2, les mêmes montants, combien de points? Programme 3, les mêmes montants, combien de points? Etc.
Donc, alors là, vous pouvez y aller en travail d'équipe. En principe, vous devriez prendre peut-être 10-15 minutes pour travailler, mais là, on est en différé. Donc, ceux qui sont à la maison, faites pause. Puis quand vous aurez fini, vous referez play à nouveau. Puis là, je vais pouvoir vous donner la suite des choses. Alors maintenant, vous venez de pause. Je vais pas commencer par la partie A, mais je vais commencer par la partie B pour donner les réponses. Donc, le programme 1, si je dépense 5,75. Bon. Là, je sais que j'ai besoin d'un point de fidélité pour chaque tranche de 1 $. Donc, j'ai combien de 1 $ complet là-dedans? Je n'ai 5. Donc, je vais avoir 5 points. Même chose ici, je vais avoir 42 points. 163,50, j'ai 163 tranches complètes de 1 $. Le 50 cents, mais il ne sert à rien, donc ça va me donner 163 $. Maintenant, pour le programme 2. Alors lui, il fallait aussi que je trouve, j'ai combien de tranches de 1 $ pour chacun des montants. Hein? Donc le premier montant, j'ai 5 tranches de 1 $, puis chaque tranche me donne 3 points. Donc je vais faire 5 fois 3 qui fait 15. L'autre, j'avais 42 tranches de 1 $ fois 3, qui fait 126. Et dans le fond, pour passer de lui à lui, c'est vraiment la même chose, mais tu prends lui fois 3. Lui fois 3, la même chose. Lui ici, j'ai 163 tranches de 1 $, mais chaque tranche me donne 3 points, donc je vais faire fois 3, qui me donne 489. Maintenant, le programme 3. Bon. Lui, il fallait que je trouve, j'ai combien de tranches de 2 $ complètes. Donc, il faut que tu fasses 5,75 divisé par 2. Bon, ça va te donner 2, quelque chose. Bon, fait que j'ai pas 3 tranches, j'ai seulement 2 tranches complètes. Donc, puis chaque tranche me donne 2 points, donc ça va me donner 2 points. Donc, la même chose. Je prends mon 42,58, il faut que je le divise par 2 pour savoir j'ai combien de tranches de 2 $. Ça me donne 21, quelque chose. Donc, 21 points. Et la troisième, même chose, qui me donne 81 points. Maintenant, le quatrième, on va me donner 4 points de fidélité pour chaque tranche de 3 $. Maintenant, il faut que je commence par trouver, j'ai combien de tranches de 3 $. Donc, je prends mon 5,75 puis je le divise par 3. Ça va me donner 1, quelque chose. Donc, combien de tranches complètes? Une seule tranche. Donc, c'est 1 que je vais multiplier par 4 qui va me donner 4 points. Après ça, si je prends 42,58, je le divise par 3 pour savoir combien de tranches de 3 $ j'ai. Donc, ça va me donner 14, quelque chose. Donc, 14 tranches complètes, 14 fois 4, 56. Et même principe pour le troisième, 163, je le divise par 3, qui va me donner 50 quelques, dire ça, 163 et 50 divisé par 3, ce qui va me donner 54,5, donc 54 tranches complètes, que je multiplie par 4, qui va donner 216. Donc, voilà pour le tableau, ce tableau-ci, où c'était la partie B, où on devait trouver le nombre de points. Maintenant, allons à la partie A. Donc, on avait déjà les annotations qui étaient ici, les nombres de points, le montant d'achat, parfait. Donc, pour le programme 1, tant que je n'avais pas dépassé 1 $, on me donnait 0. Donc, à partir de 1 $ pile, là, on va me donner un point. 1 et 1, on ne donne rien. 1 et 2, on ne donne rien, rien, rien. À partir de 2 $ pile, on ne me donne plus un point, mais on va me donner 2 points. Et ainsi de suite. Si je vais avec la règle 2, la règle 2, c'est la même chose. C'est tant que je n'ai pas dépassé 1 $, on ne me donne rien. Mais dès que j'ai dépensé 1 $, on ne me donne pas un point, on me donne 3 points. Donc, on va direct à 3. Ça monte bien plus vite. Toujours là, on me donne 3 points, 3 points, 3 points, jusqu'à temps que je dépense 2 $ pile. À 2 $ pile, là, on va me donner un autre 3 points de plus. Et ainsi de suite. Pour la règle 3, là, ça va être plus long avant qu'on me donne des points. Il faut que je me rende jusqu'à 2 $ au complet. Puis là, à 2 $ pile, là, on va me donner un point.
Après ça, un autre 2 $ dépensés au complet pour qu'on me donne un autre point. Et ainsi de suite. Et pour le dernier, ben là, ça prenait 3 $ dépensés avant d'avoir des points. Mais une fois que le 3 $ est dépensé, là, on me donne directement 4 points. J'attends encore un autre 3 $ complet à avoir des points supplémentaires. Et là, oups, encore un autre 4 points. Et ainsi de suite. Donc maintenant, pour les règles, ceux qui ont été capables, vous allez vérifier si c'était bon, mais je vais vous montrer un peu plus tard dans le cours là, comment y arriver. La règle, c'est vraiment pour ceux qui étaient capables d'aller un peu plus vite, puis un petit défi cognitif. Donc, la règle 1, c'était vraiment le graphique de départ que je vous avais montré. Hein, c'était vraiment la même chose. La règle 2, ben, on l'a vu dans la table de valeur tantôt. Hein, c'était comme 3 fois plus que le premier. Donc, la règle, ça va être 3 fois ce qui est là. La règle numéro 3, c'était partie entière de x sur 2, ou encore de 0,5 fois x, ou de 1 demi-x, ça revient au même. Et la règle 4, c'est 4 fois partie entière de x sur 3. OK. Donc, maintenant, on va aller voir le rôle des paramètres dans la fonction de base f de x est égal à a partie entière de bx. Donc, on va voir le a ici, qu'est-ce qu'il y a comme effet, puis le b ici, qu'est-ce qu'il y a comme effet. Puis pour ça, on va aller avec Desmos. Donc, j'ai pris ma fonction ici, partie entière, là, y est égal à a, partie entière de bx. J'en ai une autre ici, mais ça, c'est pour... on verra un peu plus loin lorsqu'on parlera des paramètres h et k. Donc, montant d'achat, nombre de points, c'est la même situation que j'avais au départ, puis c'est le graphique de base là, où a puis b valent 1. Okay? Et là, on va voir, on va regarder le paramètre a, on va faire varier le paramètre a, puis voir qu'est-ce qu'il y a comme effet sur le graphique qui est ici. Okay? Donc, le graphique A, là, présentement, A, il est à 1. Donc, je vais le faire varier, disons, à 1,5. Qu'est-ce que ça fait? Oh. OK. Voyons voir si je le mets à 2, qu'est-ce que ça fait comme effet? OK, ça fait ça. On a regardé, hein? Mon paramètre A vaut 2. Regardez, c'est quoi la distance entre deux marches? 2. 2, 2. OK. Si je mets mon paramètre A à 3, la distance entre deux marches, 1, 2, 3. Ben oui, toi, 3. Si mon paramètre entre deux marches est 0,5, eh bien oui, la distance entre deux marches, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. Donc, on se rend compte que le paramètre A, ça correspond à quoi? Bien, ça correspond un peu à la distance qu'il y a entre deux marches. Puis plus mon paramètre A va être près de 0, plus les marches vont être moins elles vont être espacées. Donc, voilà. D'habitude, je peux faire jouer mon paramètre. Ah, voilà, OK. Donc, mon paramètre ici, je peux le faire bouger comme ça. Donc là, on voit que les marches vraiment augmentent, puis ici, l'espace entre les marches diminue. Bon, qu'est-ce qui arriverait si mon paramètre A était négatif? Donc, regardez, quand mon paramètre A vaut 1, ça donne ça. Qu'est-ce qui arrive si mon paramètre A vaut moins 1? Oh. Ça fait une réflexion par rapport à l'axe des X. Hein? Un peu comme dans la parabole. Hein? Rappelez-vous, la parabole, quand le A était négatif, ça faisait une baboune. Quand le A est positif, ça faisait un sourire. Ça faisait une réflexion par rapport à l'axe des X. Ben, c'est la même chose pour dans la fonction participe entière. Puis dans toutes les fonctions, vous allez voir que les paramètres A, B, H, K, le rôle, c'est toujours le même. Donc ici, on voit que le A, on a un effet symétrique quand on a un paramètre A qui est négatif. Donc, je le place comme ça. Maintenant, voyons voir le paramètre B. Donc, si le paramètre B, je le fais augmenter un peu. Donc, le paramètre B ici est à 1. Donc, disons que je le mets à 1,5. Oh, les marches deviennent plus petites. OK, si je mets le paramètre B à 2, encore plus petite. Ah ben, c'est bizarre, ça. Plus B augmente, plus les marches diminuent. Ah ben oui. OK, je vais essayer. Si je mets un B qui est petit, qu'est-ce que ça va faire? Un B qui est à 0,3, par exemple. Ah ben oui, ça fait des grandes marches. OK? Donc, plus que ça, je vais vous montrer quelque chose. Regardez, si le paramètre B vaut 0,5, la marge vaut 2. Donc, si on fait 1 divisé par B, 1 divisé par 0,5, ça donne 2. Regardez, je vais le faire avec 0,1.
des marches de longueur 10, mais faites 1 divisé par 0,1, ça va donner 10. Ou encore le contraire, ça aussi c'est bon. 1 divisé par la longueur de la marche, ça donne B. 1 divisé par 10, ça donne 0,1, ça donne ce qui est là. Donc, le paramètre B il est intimement lié avec la longueur de la marche. Et en fait, pour trouver le paramètre B, c'est 1 divisé par la longueur. Ou encore, on peut dire que pour trouver la longueur, c'est 1 divisé par le paramètre B. Qu'est-ce qui arrive si mon paramètre B devient négatif? Donc, ça est à 1. Si je le mets à moins 1, qu'est-ce qui arrive? Une symétrie par rapport à l'axe des Y. Puis là, on remarque que dès que le paramètre B est négatif, mon escalier va commencer avec des points blancs. Si mon paramètre B est positif, ça commence avec des points noirs. Donc ça, c'est à retenir aussi. Donc voilà pour le rôle des paramètres A et B. Donc là, on va revenir à notre PowerPoint. Donc, le rôle des paramètres A et B, on va le prendre en note. Donc, pour le A, on a remarqué que le paramètre A, ça correspond à la hauteur entre deux marches. On a vu aussi que plus le paramètre est près de 0, plus la distance verticale entre deux marches est petite. Puis on a aussi vu que si A était négatif, ça engendrait une symétrie selon l'axe des X. Maintenant, pour le paramètre B. Le paramètre B, c'est l'inverse de la longueur d'une marche. 1 sur B, c'est égal à la longueur. On pourrait aussi dire que B, c'est égal à 1 divisé par la longueur. C'est quelque chose d'équivalent. Plus le paramètre B est près de 0, plus la longueur de chacune des marches est grande. Donc, plus mon B est petit, plus les marches vont être longues. Puis si B est négatif, qu'est-ce que ça fait? Ça engendre une symétrie selon l'axe des Y. Puis là, ça va faire quoi? Si B est négatif, on va avoir un point blanc en premier dans notre escalier. Voilà. Maintenant, allons voir le rôle des paramètres HK quand on a la fonction A partie entière de B parenthèse X moins H, fermez la parenthèse, le crochet plus K. Donc, le HK, là, pensez à quel était le rôle de HK dans la parabole, puis ça se rapproche vraiment beaucoup, pour ne pas dire c'est exactement la même chose dans la fonction partie entière. Donc, j'ai la fonction de base, et là, H et K sont 0, 0. Donc, regardez si je fais varier le paramètre H. Qu'est-ce que ça fait? Hein? Une réflexion, pas une réflexion, mais une translation horizontale. Comme dans la parabole. Donc, je vais le remettre à 0. Maintenant, pour le K, qu'est-ce qui arrive si je fais varier le K? Si je fais varier le K, ça fait une translation verticale. Donc, puis si vous remarquez, regardez ça, c'était mon point noir de départ. Okay? Donc, si je le fais varier, ce point noir-là, disons ici, regardez, ce point noir-là, ses coordonnées sont, je vais essayer de le mettre le plus précis possible, environ 4,2. Regardez, H vaut 4, puis K vaut 2. Donc, le point noir qui est ici, là, ça correspond à HK. Donc, c'est comme si c'était le point noir de départ de ma fonction partie entière. Bon, il faut faire attention avec ce que j'ai dit là, parce que c'est vrai, sauf que ce qui est de spécial dans une partie entière, c'est qu'il y en a plusieurs des points noirs. Hein. Puis pourquoi je dirais que lui, c'est le point noir de départ? Pourquoi c'est pas lui? Pourquoi c'est pas lui? Donc, ça pourrait, en fait, là, la réponse, c'est que ça pourrait être tous ces points noirs-là. Donc, chacun des points noirs pourrait être mon point noir de départ, peut être mon HK. Et là, certains vont me dire, ouais, mais ça veut dire que je pourrais avoir plusieurs règles différentes pour le même graphique. Oui. En fait, ça va toujours être une règle qui est équivalente, mais écrite de façon différente, avec des H et K différents. Donc, nous, pour les biens de la cause, puis je vous en parlerai dans les prochains cours, là, on essaiera toujours de prendre un HK, un point noir qui est plus près de l'origine. Okay? Mais pour aujourd'hui, on va s'en tenir à des graphiques où le HK est à 0, 0, puis on va juste traiter le A puis le B pour aujourd'hui. Alors voilà, ça c'était pour le rôle de HK. On va aller le prendre comme il faut dans nos notes. Donc pour le H, on a vu que c'était un effet de déplacement horizontal. Puis pour le K, on a vu que c'était un déplacement vertical. On peut aussi remarquer que le couple HK représente un point noir. Hein? C'est ce que je viens de vous expliquer. On peut aussi remarquer que si A et B ont le même signe, le graphique va être croissant.
Puis si A et B n'ont pas le même signe, le graphique va être décroissant. Là, je vais vous montrer des exemples de petits graphiques ici. Aussi, si A et B sont positifs, le graphique va être comme ça. Il va être croissant, puis ça va commencer par un point noir. Si A et B, les deux sont négatifs, ça va être croissant encore, mais ça va commencer par des points blancs, parce que B est négatif. Après ça, si, bon, ils vont être, ça va être décroissant parce qu'ils sont de signe contraire, mais regardez, B est positif, ça commence par un point noir, puis c'est décroissant. Si B est négatif, ça va commencer par un point blanc, mais comme A est positif, ils sont de signe contraire, ça veut dire que ça va être décroissant. Donc, vous pouvez le voir ici, ce qu'on disait, là, A et B de même signe, le graphique est croissant, 2 plus, 2 moins, c'est croissant. Puis, s'ils sont de signe contraire, c'est décroissant. On le voit ici. Et à retenir, si B est négatif, ça commence par un point blanc. Si B est positif, ça commence par un point noir. Maintenant, quelques exemples où je vais vous montrer comment faire pour tracer le graphique d'une partie entière. Donc, disons que je vous demande de tracer la fonction f de x est égale à moins 2 partie entière de 4x. Donc, première étape, on va aller trouver la hauteur. La hauteur de la marche ou de la contre-marche, si vous voulez, qui est le paramètre A. Donc, dans votre démarche, vous allez dire ça. A est égal à moins 2, donc la hauteur est de moins 2. Deuxième étape, on va aller trouver la longueur. La longueur d'une marche, pour la trouver, c'est 1 divisé par B. Donc, dans votre démarche, vous allez écrire OK, je sais que B vaut 4. Puis la longueur, c'est 1 divisé par B. Donc, la longueur, 1 divisé par 4. Donc, je sais que je vais avoir des marches d'une longueur de 1 quart. Là, 1 quart, c'est pas grand. Hein? Donc, je vous conseille, dans votre graduation, peut-être de faire, quand vous voyez que la longueur est 1 quart, de faire des graduations de 1 quart. Puis là, vous voyez que, bon, le A, la hauteur est moins 2. Là, vous pouvez faire des bonds de 1 ou de 2, c'est correct. Donc, c'est pour ça, moi ici, j'ai fait, en Y, j'ai fait des bonds de 1. Et en X, j'ai fait des bonds de, ici, là, chaque deux graduations était 1 quart. Donc ça fait 1 quart, 2 quarts ou une demi, 3 quarts, 4 quarts qui est un entier. Donc, maintenant, on a trouvé la longueur. OK, d'accord, c'est fait. Maintenant, pour tracer notre graphique, on va toujours placer un point noir à 0, 0. Donc, vous placez votre point noir. Après ça, on va tracer la longueur. Puis là, attention au signe. Okay? Je vais regarder la longueur. La longueur est quoi? 1 quart. Est-ce que c'est positif ou négatif? Positif. Positif, donc, à partir de mon point noir, je vais avancer de 1 quart. Si ici, j'avais eu un nombre négatif, comment j'aurais pu avoir un nombre négatif si le 4 ici avait été négatif? Ça avait eu moins 4. Si ça avait été négatif, au lieu d'avancer, j'aurais reculé d'un quart. Donc là, c'est positif, j'avance de 1 quart, puis je mets mon point blanc. Ensuite, je vais aller mettre mon point noir vis-à-vis ce point blanc-là, à une hauteur, à la bonne hauteur. Okay? Bon, avec une bonne hauteur de distance. Donc, je vais regarder la hauteur. La hauteur est de combien? Moins 2. Attention, le moins est important. J'étais ici, moins 2. Donc, je vais descendre de 2. Si mon 2 avait été positif, j'aurais monté de 2. Donc, là, ici, je descends de 2. Ça me fait un point noir. Puis après ça, je vais recommencer. J'avance de 1 quart, je descends de 2. J'avance de 1 quart, je descends de 2. J'avance de 1 quart, je descends de 2, etc. Une fois qu'on a fait ça, l'escalier, là, il faut qu'il soit fait dans tous les cadrans. Là. Donc là, j'ai vu la tendance. Maintenant, je vais continuer cette tendance-là dans l'autre sens pour avoir un graphique complet en plaçant les autres marches avec la même régularité. Et finalement, le graphique est terminé et vous êtes content. Donc, maintenant, allons-y maintenant pour l'exemple 2 où on a à trouver la règle. Donc, tantôt, là, dans le travail d'équipe, c'est là que, avec ce que je vous montre maintenant, vous seriez en mesure de trouver la règle. Donc, je vais vous donner les étapes à suivre. Première étape, on va se placer sur un point noir. Sur le point noir qui est à 0, 0. Okay? Ici. Deuxième étape, calculer la longueur en allant au point blanc. Puis attention au signe. Hein? Donc, ici, je m'en vais au point blanc. J'avance ou je recule? Je recule.
De combien? De 3. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit moins 3. Ensuite, je vais aller trouver la mesure, la valeur de mon paramètre B grâce à ma longueur. Parce que pour trouver le paramètre B, c'est 1 divisé par la longueur. Donc, dans votre démarche, vous faites ça, là, le petit moins 3. Puis là, j'ai A. Ma longueur, c'est moins 3. Donc, mon paramètre B, c'est 1 divisé par la longueur. Donc, 1 divisé par moins 3 qui donne moins 1 tiers. Ensuite, on va regarder la hauteur. Hein, toujours dans cet ordre-là. Longueur en premier, puis après ça, je regarde la hauteur. Je pars du point noir, je m'en vais au blanc, puis après ça, du blanc au noir. Pas dans un autre ordre, sinon vous allez vous tromper. Donc, une hauteur de plus 2, parce que j'ai monté. Si ma marche avait été en bas ici, mais j'aurais dit moins 2. Donc, je vais trouver maintenant mon paramètre A. Là, il n'y a pas vraiment de calcul à faire. La hauteur, c'est le A. Donc, vu que la hauteur, c'est 2, mon A, c'est 2. Là, ben, on a pratiquement fini. Il nous reste à écrire la règle parce que pour trouver la règle, c'est ça qu'on a trouvé. Le A puis le B. Donc, Y est égal à 2, partie entière de moins 1 tiers fois X. Et voilà. Donc, il y aura d'autres graphiques où le point noir ici pourrait être déplacé, décalé avec un HK, mais ça, on va voir ça au prochain cours. Donc, voilà pour le cours d'aujourd'hui. Merci de votre attention et ça m'a fait plaisir de vous voir et à la prochaine.